bienvenue à tous dans ce troisième épisode. Déjà, le temps file à toute vitesse, hein, de Je suis nul en histoire, mais je me soigne. Et aujourd'hui, je suis encore une fois avec Frédéric pour me soigner sur la Première Guerre mondiale. Frédéric, bonjour. Bonjour. Comment ça- Tu vas coûter cher à la sécurité sociale, hein, parce que franchement, À là, force, ouais, j'ai besoin de me soigner, hein. C'est une thérapie long terme, hein, pour guérir de mon inculture. Parce que bah voilà, la Première Guerre mondiale, j'ai cru comprendre que c'était un événement de grande ampleur qui a tu as bien durablement, compris, oui. j'ai au moins compris un truc, qui a durablement marqué l'Europe et peut-être le monde Oh. entier. On va en parler. J'ai retenu deux, trois trucs, hein. Je suis pas non plus complètement à poil sur ce coup-là. J'ai appris deux, trois trucs à l'école, hein. François Ferdinand, Triple Alliance, Triple Entente, tout ça, les guerres de tranchées. Mais c'est pas clair. C'est pas Mhm. clair. Et la première question que je vais te poser là-dessus, c'est mais en fait, qu'est-ce qui a déclenché la guerre? Alors, j'ai retenu qu'il y avait l'assassinat de François Ferdinand. Déjà, je sais plus tout à fait qui c'est. Et ensuite, il y a peut-être autre chose, il y a peut-être un terreau, un contexte politique à tout ça qui a été favorable au début des hostilités. Mhm. Alors, l'événement lui-même déclencheur, effectivement, c'est le 28 juin 1914, l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand, qui était l'héritier du trône d'Autriche-Hongrie. Donc, c'était pas rien. Il était à Sarajevo, puisque la Bosnie venait d'être annexée par l'Autriche, et il a été assassiné par quelqu'un qui aurait été armé par la Serbie. Voilà. Et de ce fait, l'Autriche-Hongrie a demandé des comptes à la Serbie en disant oui, c'est vous qui avez armé ce terroriste. Et comme la Serbie n'a pas répondu d'une façon correcte d'après les Austro-Hongrois, eh bien l'Autriche-Hongrie a mis un ultimatum à la Serbie, ultimatum qui s'est traduit par la déclaration de guerre d'Autriche-Hongrie le 28 juillet à la Serbie. Voilà, C'est ça c'est le premier c'est- événement factuel. c'est- c'est, c'est une réaction assez violente quand même, parce que est-ce qu'on imagine. Alors, c'est vrai que c'est pas n'importe qui a été assassiné, hein, je comprends, c'est quand Ouais. même un prince. Mais on a l'impression que les belligérants, en tout cas, n'ont pas cherché beaucoup de solutions diplomatiques avant de se lancer dans un conflit armé. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, le contexte en Europe à l'époque était quand même assez tendu, parce que c'était une époque où il y avait des grands empires. Maintenant, c'est une notion qui a quasiment disparu, mais il y avait, bon, on va prendre en allant de l'ouest vers l'est, et il y avait l'Empire d'Allemagne qui venait, qui était relativement récent, puisqu'il a été proclamé en 1871 à la Galerie des Glaces à Versailles, qui allait quand même jusqu'en Prusse orientale, hein. C'est-à-dire qu'il y avait une partie de la Pologne qui appartenait à l'Allemagne. La Pologne n'existait plus, hein. Il y avait l'Empire austro-hongrois, donc c'était non seulement l'Autriche, la Hongrie, mais ce qui est maintenant la Tchéquie et la Slovaquie, une partie de la Roumanie et une bonne partie ce qui maintenant est la Slovénie et la Bosnie-Herzégovine. Donc c'est un empire multiethnique qui allait quasiment, qui couvrait une bonne partie de l'Europe centrale. Et puis il y avait l'empire russe, qui était à l'époque qui couvrait la Finlande, qui couvrait les pays baltes, qui couvrait une partie de la Pologne, qui était donc très vaste, avec les tsars qui étaient encore à sa tête et l'Empire ottoman, hein, ça existait encore, qui couvrait non seulement la Turquie, mais une partie des Balkans, et puis ce qui sont maintenant la Syrie, le Liban, la Palestine et l'Irak, et une partie de l'Arabie. Voilà. Et ces empires se tiraient la bourre, comme on dit, depuis déjà quelques décennies. Pourquoi? Bah parce que parmi tous ceux que j'ai cités, il y en a un qui était malade. C'était l'Empire ottoman. Il était très faible. On sentait qu'il se délitait. Les Grecs avaient obtenu leur indépendance, les Bulgares avaient obtenu leur indépendance, ils avaient été sujets de l'Empire ottoman, les Roumains également, les Serbes également, tout le monde se tournait autour comme des vautours de cette dépouille qui vivait encore. Et il y avait les Russes, qui était très intéressé, évidemment, comme d'habitude, par l'accès à ce qu'on appelle les mers chaudes, hein, c'est-à-dire la Méditerranée. Donc, vous voyez avec intérêt la possibilité de s'emparer du Bosphore et de Dardanelles.
Il y avait l'Autriche-Hongrie qui était le traditionnel adversaire de l'Empire ottoman, puisque il ne faut pas oublier que les Ottomans, ils étaient arrivés jusqu'aux portes de Vienne et que progressivement, l'Empire austro-hongrois avait reconquis toute l'Europe centrale. Voilà. Et puis, bien sûr, il y avait les deux grandes superpuissances de l'époque, la Grande-Bretagne et la France, qui étaient intéressées également à ce dépeçage. Bon, donc il y avait un climat de tension. En plus, il y avait des bisbilles outre-mer, parce que c'était l'époque où les États européens constituaient leur empire en Afrique. L'Allemagne s'estimait avoir été mal servie et contestait à la France le protectorat sur le Maroc. Il y avait l'Italie qui voulait augmenter aussi ses colonies. Il y avait la Grande-Bretagne qui était omniprésente. Il faut bien voir qu'à l'époque, la Grande-Bretagne possédait l'Afrique du Caire jusqu'au Cap, hein, toute la bande orientale de l'Afrique. Et puis la France qui avait déjà l'Afrique équatoriale et l'Afrique occidentale. Donc il y avait un climat de tension, de nationalisme, et chacun, pour se prémunir des menaces de l'autre, avait passé des alliances. Donc il y avait tout un réseau d'alliances. Alors d'un côté, comme tu l'as cité tout à l'heure, il y avait l'entente, c'est-à-dire que France, Grande-Bretagne et Italie s'étaient plus ou moins mis d'accord pour s'entraider. Et puis de l'autre côté, il y avait les empires, ce qu'on appelait les empires centraux. Il y avait l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie qui étaient la main dans la main, et puis qui ont été assez vite rejoints par les Turcs et par les Bulgares. Hein. Et puis, il y avait une idée d'alliance de revers, c'est-à-dire que la France, pour se prémunir de l'Allemagne, avec laquelle on avait quand même été en guerre du 1871, il ne faut pas l'oublier, la France était alliée à la Russie. Donc la Russie, c'était l'alliance de revers hein, qui allait permettre de prendre les Allemands par derrière. Bon. Voilà, donc il y avait un contexte très belliqueux, très nationaliste. C'était une époque, notamment qui a été marquée par l'affaire Dreyfus en France, qui était de xénophobie, de nationalisme exacerbé. Voilà. Et les rares voix qui allaient vers l'apaisement, comme Jaurès, Jaurès, il a été assassiné à la veille de la déclaration de guerre. Hein. Jaurès était un pacifiste. Bon, donc il y a ce climat, et chacun a été entraîné par des alliances avec l'autre. C'est-à-dire que, à partir du moment où l'Autriche-Hongrie a déclaré la guerre à la Serbie, la Russie, qui était alliée avec la Serbie, évidemment, est entrée en guerre vis-à-vis de l'Autriche-Hongrie. L'Allemagne, qui était l'alliée d'Autriche-Hongrie, est entrée en guerre avec la Russie. La France, qui était alliée de la Russie, a déclaré, enfin, il y a eu une déclaration de guerre de l'Allemagne vis-à-vis de la France, et la Grande-Bretagne, qui était l'alliée de la France, s'est trouvée aux côtés de la France pour la déclaration de guerre de l'Allemagne. Voilà, donc on a tous été entraînés dans un jeu d'alliance, un peu comme dans une vaste cour de récréation, où on va défendre son petit copain, même si on n'est pas forcément directement impliqué. Hein, ça soulève énormément de questions, c'est très intéressant. Alors, tout d'abord, techniquement, est-ce que les traités d'alliance étaient secrets ou est-ce qu'ils étaient publics? Alors, ils étaient publics, mais il y avait des clauses secrètes. Hein, il y avait des clauses D'accord. secrètes, voilà. Donc, en Et la fait, Turquie s'est mise du côté, effectivement, de l'Allemagne. Hein, voilà, donc, en fait, les participants auraient pu anticiper cet effet boule de neige? Oui, bien sûr, avec de la bonne volonté, mais chacun était tellement fier, était tellement persuadé que la guerre serait courte, dans la tête de tous les états-majors, que ce soit l'état-major allemand, l'état-major austro-hongrois, l'état-major français, ça devait être une guerre courte qui devait en finir avec ces tensions. Hein. À la limite, certains disaient, bah, il vaut mieux qu'on en découse maintenant, comme ça, après on sera tranquille. Hein. Ça prendra quelques semaines et puis on n'en parlera plus. Hein. Voilà. C'est incroyable. C'est incroyable, c'est incroyable. Ouais. Parce que moi, j'ai du mal à penser, à me mettre dans la tête des gens de cette époque. Je suis né dans les années 80, en plein milieu de l'Union européenne. Euh, L'idée même que un pays veuille conquérir du territoire supplémentaire, déjà aujourd'hui, ça paraît absurde quand on voit. Je sais que je parle beaucoup de la guerre en Ukraine dans ce podcast, mais c'est absurde l'idée que on va sacrifier des centaines de milliers de vies humaines pour essayer de prendre un bout de territoire. C'est quelque chose. Moi, j'ai du mal à comprendre en fait. J'ai du mal à le conceptualiser.
Parce que justement, ce que tu as dans ta tête, c'est la conséquence de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire que les Européens se sont rendus compte que se déchirer entre eux, se faire des guerres atroces, eh bien, ça n'aboutissait pas à grand-chose, sinon à les ruiner. Hein. Et finalement, ta réflexion est le fruit de cette maturation. Hein. Mais à l'époque, ce n'était pas du tout le cas. On était encore dans des guerres de conquête. La France voulait retrouver l'Alsace et la Lorraine. L'Allemagne voulait en finir avec la Russie, parce que bon, la Russie était considérée comme un État faible. L'Autriche-Hongrie, qui avait commencé à s'étendre dans les Balkans en piquant la Bosnie-Herzégovine à l'Empire ottoman, se disait bah oui, bah, je vais étendre ma domination un petit peu plus loin. Chacun était dans une logique de conquête. Hein, parce que l'état d'esprit était complètement inverse de celui de maintenant. Oh, Et celui de maintenant est la conséquence de ces tueries. est-ce qu'à la limite, on pourrait dire que les gens étaient, entre guillemets, contents de partir à la guerre? Est-ce qu'ils avaient Ouais. envie de... D'après ce qu'on nous raconte, bon, moi je n'étais pas sur place, mais en 1914, la mobilisation en France, c'était au cri de allons à Berlin, on va mettre à bas le Kaiser, etc. Enfin, les gens sont partis, on dit la fleur au fusil. Alors peut-être pas tous, peut-être qu'on a exagéré, peut-être que la propagande en a rajouté une couche, mais à l'époque, les gens, le nationalisme, le patriotisme, c'était des valeurs. Et puis voilà, donc il n'y a pas eu de sédition. D'ailleurs, il y a eu une forme d'union sacrée, aussi bien en Allemagne qu'en France, entre tout l'arc des partis politiques. C'est-à-dire qu'en France, des socialistes jusqu'à l'extrême droite, tout le monde a fait ce qu'on a appelé l'union sacrée. Hein. C'était quand même extraordinaire. Il n'y avait que quelques minoritaires comme Jaurès et quelques autres qui voulaient la paix à tout prix. Mais tous les autres disaient ces Allemands, ils nous ont pris l'Alsace et la Moselle, on va se venger, etc. Hein. Il faut dire que C'est toute impensable. l'éducation en France, par exemple, dans les écoles, on apprenait aux petits Français, les Allemands nous ont pris l'Alsace et la Moselle, c'est des terres françaises, un jour ou l'autre, il faudra qu'on les retrouve. On parlait de la ligne bleue des Vosges, hein, on disait, à la limite, n'en parlez jamais, mais pensez-y toujours. Enfin, il y avait toute une éducation qui était orientée vers la revanche contre l'Allemagne. Et C'est l'Allemagne, incroyable. qui à peine de se former, elle était encore dans une phase expansionniste. D'accord. Donc en fait, c'est un peu ça qu'on appelle la montée des nationalismes. C'est à la fois une volonté de conquête, l'idée que notre pays c'est un peu meilleur que tous les autres. Enfin, c'est difficile à formuler en fait, parce que effectivement, c'est plus notre univers culturel, mais c'est un peu ce qu'on retrouve dans certains discours extrémistes, c'est-à-dire retrouver le pays, le défendre contre l'étranger qui est vu comme une menace. Ah ouais, ouais, ouais. Donc, Exactement. ok. Et puis Ok. ça permet aussi à des pouvoirs faibles, c'était par exemple le cas du pouvoir tsariste en Russie et du pouvoir impérial à Vienne en Autriche-Hongrie, qui se sentaient menacés parce que c'était quand même des empires encore un peu branlants, même chose d'ailleurs dans l'Empire ottoman. La guerre est un moyen de mobiliser les gens, hein, de mobiliser derrière les dirigeants. Hein, parce que, y a les méchants, il faut se défendre contre les méchants, etc. Donc les pouvoirs faibles, souvent, c'est une occasion pour eux de remobiliser la population et puis de mettre éventuellement un tour de vis sur les opposants, bien sûr. Hein. On voit ça en Europe en ce moment. Hein. Tout à fait. Tout à fait. Alors, donc, du coup, la guerre éclate. Ouais, Tout le monde pensait que ça allait être vite réglé, ouais. mais apparemment, il y a eu une erreur quelque part ça a été mal prédit. Alors, Alors, qu'est-ce sur le front occidental, les Allemands ont très vite avancé en 1914. Hein. Ils sont arrivés jusqu'à la Marne. Hein, en France. Ils ont envahi la Belgique qui était neutre, entre parenthèses, et ils sont avancés très vite. Paris était menacé. Hein. Les troupes françaises n'arrivaient pas à tenir le choc. Sur le front Est, c'est la même chose. Les Allemands, dans un premier temps, sont rentrés comme dans du beurre dans les forces russes. Ça a évolué très vite. Pendant un certain temps, les Allemands ont pu se dire, bah oui, ça y est, c'est bon, on va y arriver.
Et, Comment ils ont fait? Quelle était la recette du succès des Allemands à ce moment-là? Eh ben écoute, c'est que on était peut-être mal préparé. On s'attendait pas à ce qui passe par la Belgique. On considérait que la Belgique étant neutre, il respecterait cette neutralité. Donc on s'était concentré plutôt sur la Lorraine. On s'attendait à être attaqué plutôt du côté de la Lorraine, hein, puisqu'une partie de la Lorraine était allemande. Donc l'attaque par la Belgique, ça nous a pas complètement surpris, mais c'était pas complètement attendu non plus. Donc ils ont pu avancer très vite par le nord, hein. Paradoxalement, ils ont assez peu avancé par l'est, mais essentiellement par le nord en passant par la Belgique. D'accord. L'idée des Allemands étant d'occuper aussi les ports de la Manche pour empêcher le débarquement des troupes britanniques. Et c'est quand même ouf parce qu'ils ont réussi à tenir deux fronts, le front de l'Est et le front de l'Ouest Ouais, simultanément, ce qui simultanément. impliquait de diviser leur armée en deux, ce qui paraît être une Et oui, grande tu faiblesse. verras. Justement, plus tard, ça aura une incidence sur le sort final de la guerre, hein, on verra. Ça, c'est très important ce que tu dis. Oui. Alors, côté front russe, les Austro-Hongrois étaient aux côtés des Allemands aussi, hein, parce que les Oui, Austro-Hongrois étaient effectivement. trop contents d'aller grappiller quelques terres pour les Russes, hein. Nous, Français, on n'a pas eu les Austro-Hongrois en direct. On les aura indirectement quand on débarquera à Salonique, mais ça, c'est une autre affaire. On avait les Allemands en face de nous, et avec nous, on a eu des contingents anglais. Mais les contingents anglais, le problème, c'est que l'Angleterre n'avait pas d'armée permanente, elle n'avait pas d'armée de conscription. Elle avait une armée très faible, elle avait une armée qui était uniquement préparée pour les aventures coloniales, pour aller mettre de l'ordre en Inde ou je ne sais où, mais pas pour des combats. Et dans un premier temps, l'armée anglaise, c'est vrai, elle nous a apporté peu de choses. Après, elle nous apportera. Mais le temps qui s'organise, ça a pris un certain temps. On était au départ seuls face aux Allemands sur le front de la Marne et de la Somme. D'accord. Et alors, j'ai cru comprendre que la guerre avait rapidement évolué. Au début, c'était plutôt des batailles classiques, des batailles du 19e, hein, on marche en formation, on se tire dessus jusqu'à ce que voilà. Et la guerre de tranchées dont on parle beaucoup, vers laquelle on a fait la transition, apparemment c'était nouveau à l'époque. C'était quelque chose qu'on n'avait Oui, pas jamais vu. exactement. Alors ça, c'est à partir de 1915. C'est quand l'offensive allemande a été stoppée enfin par les troupes françaises. Les troupes françaises ont même pu faire quelques contre-offensives, notamment le fameux épisode, tu sais, des taxis de la Marne, hein, où on a réquisitionné tous les taxis pour envoyer une partie de la garnison de Paris pour défendre la Marne. Donc il y a eu une contre-offensive française. Les troupes britanniques sont quand même arrivées en nombre et on a pu stabiliser le front. Et le front étant stabilisé, ne pouvant plus évoluer ni d'un côté ni de l'autre, ben, on s'est enterré dans les tranchées des deux côtés. Et ça a été la fameuse guerre de tranchées. Alors, cette guerre de tranchées, qui était une chose horrible, parce que néanmoins, les chefs militaires, aussi bien du côté allemand que du côté français, espéraient emporter quand même la mise et lançaient des assauts sur les tranchées adverses. Seulement, ces assauts ont été extrêmement meurtriers. On faisait sortir les gens baïonnettes au canon, hein, on les faisait avancer au milieu de barbelés, etc., pour aller à l'assaut de la tranchée en face, qui les attendait avec des mitrailleuses. Bon, il y a eu des boucheries. Et on était encore à la charge pratiquement sabre au clair, hein. L'officier, il dégainait son sabre et puis derrière, tous les militaires montaient sur le rebord de la tranchée pour parcourir l'espace qui séparait de la tranchée adverse. Donc là, il y a eu des massacres épouvantables et avec très peu de gains territoriaux, aussi bien d'un côté que de l'autre. Le front s'est relativement stabilisé. C'est quelque chose qu'on n'imagine plus, parce que c'est en fait c'est l'idée de prendre un territoire par le nombre en fait. Ok, les soldats vont se faire massacrer, mais c'est le nombre qui va peut-être réussir voilà, avec un. Aujourd'hui, Si c'est toujours d'actualité, qu'est-ce qui se passe en ce moment sur le front ukrainien? Eh bien, on est dans une guerre de tranchées aussi. Ça peut c'est paraître vrai. paradoxal au XXIe siècle, mais les Russes se sont enterrés dans des tranchées et les Ukrainiens tentent l'assaut de ces tranchées. C'est quand même extraordinaire. On se retrouve comme en 1914.
Bah, après, j'ai l'impression qu'il y a aujourd'hui entre guillemets, une plus grande valeur de la vie humaine, c'est-à-dire qu'on envoie moins les soldats au suicide. Alors, la Russie le fait un petit peu, parce que j'ai vu des pratiques, j'ai vu notamment même qu'ils tiraient sur les soldats qui osaient faire machine arrière, sur leurs propres soldats. Mais malgré tout, aujourd'hui, on met on mise sur les moyens technologiques, on envoie des drones, on bombarde, il y a l'artillerie qui nous soutient, on n'envoie pas des soldats juste au casse-pipe, on les envoie parce qu'il y a une chance de réussite et qui. Enfin, c'est l'impression que j'en ai de très loin. Et j'ai Oui, l'impression qu'en 14, on est plus économe en vie humaine, c'est vrai. Ouais. Bon, les moyens technologiques aussi en 1914 étaient un peu moins développés, quoiqu'ils se sont très vite développés. Hein. Bon, ah, bon, on ça pourra c'est faire intéressant référence. justement, on peut en Voilà. parler. Alors, l'artillerie s'est beaucoup développée, et notamment il y avait le fameux canon de 75 français qui était un canon à tir rapide, hein, qui a fait des merveilles, si je puis dire, entre guillemets. Il y a eu l'utilisation des gaz, notamment à Ypres en Belgique. Hein, ça, les gaz qu'on a combattus par les fameux masques à gaz, hein, qu'on a gardés d'ailleurs au cours de la Seconde Guerre mondiale, ce qui était complètement interdit normalement par l'usage de la guerre, mais bon, ça a été utilisé par les Allemands. Il y a eu le début de l'aviation. Alors au début, l'aviation, c'était quelque chose qui était considéré avec un peu de dédain par les états-majors. Oui, bon, allez, on va envoyer quelques avions pour observer les lignes ennemies, pour éventuellement régler le tir des pièces d'artillerie. Et puis on s'est aperçu que finalement, quelquefois, ces avions rencontraient les avions adverses et on sortait le fusil, carrément, le fusil, hein, puisqu'à l'époque, les cockpits n'étaient pas fermés, et on tirait sur l'avion adverse au fusil. Hein. Progressivement, on a équipé ces avions de mitrailleuses. Hein, et puis, au début, depuis les avions, on lançait quelques grenades à la main. Hein, on se penchait au bord de la carlingue et puis on balançait des grenades à la main. Puis après, on a mis des systèmes de bombes. Et finalement, les avions qui étaient simplement des instruments tout à fait auxiliaires sont devenus un élément extrêmement important de la guerre. Et à la fin de la guerre, il y avait des escadrilles complètes de chasseurs, de bombardiers qui avaient fait des progrès considérables avec des moteurs beaucoup plus fiables, des charges qu'on pouvait transporter beaucoup plus élevées, des mitrailleuses qui étaient capables de tirer au travers du pas de l'hélice. Hein, parce que ça, c'était le problème aussi. C'est que quand tu installais une mitrailleuse sur le devant de ton avion, il y avait l'hélice, puisqu'il n'y avait pas de réaction à l'époque. Donc tu risquais de tirer dans ton hélice. On avait mis finalement sur pied un système qui synchronisait l'hélice avec le rythme de la mitrailleuse, de façon à ce que les balles passent lorsqu'il n'y a pas de pale. Autre moyen Ingénieux. qui n'existait pas au début de la guerre, ce qu'on a appelé les tanks. Les tanks, c'était le mot de code pour ne pas dire aux Allemands ce que c'était, parce que c'est une invention anglo-française, c'est-à-dire les chars d'assaut. Hein, les premiers chars d'assaut sont nés au cours de la Première Guerre mondiale. Alors quand on les regarde maintenant, ils avaient un aspect un peu bizarre, pâteau, etc. Ils n'avaient pas du tout les mêmes performances, mais ils ont quand même été largement utilisés sur le champ de bataille, plutôt vers la fin, là aussi. D'accord. Il y avait aussi, j'ai entendu dire que les sous-marins avaient été pas mal utilisés par l'Allemagne. Oui, alors, parce que l'Allemagne, très vite, elle a compris que sa flotte ne lui servirait pas à grand-chose, puisqu'elle était bloquée. Il faut voir la configuration de l'Allemagne, finalement. Hein. L'accès de l'Allemagne, c'est par la Baltique et la mer du Nord. Mhm. Or, très vite, les Anglais, qui avaient une très puissante flotte, ont bloqué l'accès. Et l'Allemagne a perdu des cuirassés, etc. Donc, elle a très bien vu qu'elle ne pourrait pas faire face. Donc, on s'est dit, on va utiliser un instrument qui avait été inventé quelque temps auparavant, c'est-à-dire le submersible, qui est devenu sous-marin. Et on va s'en servir pour mettre à genoux la Grande-Bretagne, c'est-à-dire que la Grande-Bretagne étant une île, elle reçoit l'essentiel de ses approvisionnements de ses colonies d'outre-mer, ou des États-Unis ou du Canada. On va torpiller systématiquement tous les bateaux qui vont se présenter, et les Anglais vont être affamés, n'auront plus de munitions et vont demander grâce. Donc ça a été le début de la guerre sous-marine, qui est plutôt à partir de 1915-1916, où les Allemands ont coulé un grand nombre de navires de commerce qui venaient approvisionner la Grande-Bretagne.
Mais ça a eu des conséquences. C'est que ils ont torpillé des navires de nations neutres, ce qui évidemment n'a pas fait plaisir à un certain nombre de nations. Et ils ont même torpillé un bateau qui s'appelle le Lusitania, pardon, qui transportait des passagers. Et les États-Unis, qui étaient jusqu'ici neutres, jusqu'en 1917, ils étaient neutres et ne voulaient pas s'engager dans la guerre. Quand ils ont vu que leur navire était torpillé par les Allemands, eh bien, ils sont entrés en guerre aux côtés de ce qu'on appelait les Alliés, hein, France, Grande-Bretagne, etc., en 1917. Mais on va dire, qu'est-ce qui leur a pris d'attaquer des navires américains? C'est parce que les Américains peut-être vendaient des armes aussi aux Voilà, parce Alliés. que les Ok, Américains, même s'ils étaient neutres, ils ont toujours eu le sens du commerce, ils vendaient des armes, des approvisionnements aux nations européennes. Donc effectivement, les Allemands, quelquefois, avaient du mal, notamment dans le périscope, à déterminer si le bateau il transportait des armes ou simplement du blé, hein. Et le commandant allemand a fait le pari suivant en disant de toute façon, les États-Unis, un jour ou un autre, ils rentreront en guerre. Mais le temps qu'ils rentrent en guerre, qu'ils viennent en Europe, surtout qu'ils n'avaient pas d'armée vraiment, les États-Unis n'avaient pas vraiment d'armée à l'époque, hein, constituée. On aurait eu le temps de reporter le combat sur le front occidental. Ils ont joué la montre en se disant, avant que les Américains, d'un point de vue logistique, soient prêts, qu'ils aient traversé l'Atlantique, et qui soit opérationnel sur le front, on aura enfoncé ce front. Et d'ailleurs, les Américains ne sont réellement entrés en guerre sur le front ouest qu'en 1918, fin 1917, début 1918. oui, ça leur a effectivement pris du temps pour Voilà, recruter, pour équiper tout ce monde. exactement. Ouais. Au début, D'accord. ils avaient des troupes qui n'étaient pas entraînées, qui arrivaient avec le chapeau, là, tu sais, le chapeau texan, ils n'avaient même pas de casque. Enfin, les États-Unis, finalement, n'avaient pas d'ennemis, hein. La dernière guerre qu'ils avaient faite, c'était une guerre civile, c'était la guerre de sécession. C'est Mais vrai. sinon, mis à part la guerre avec le Mexique, ils n'avaient pas eu de guerre, donc ils n'avaient pas d'armée permanente, ils avaient rien. Mm. En effet. Alors, juste peut-être un petit mot pour parler aussi des civils. Comment ils subissaient la guerre? Est-ce qu'il y avait des bombardements? Est-ce que du coup il y avait énormément de gens qui revenaient jamais du front, donc ça a dû être compliqué d'organiser l'industrie dans ces conditions. Comment ça s'est passé pour la population? Alors pour la population du nord de la France, évidemment, elle a fui, les combats, hein. On retrouvera ça d'ailleurs en 1940, parce que les Allemands étaient réputés pour être des barbares sanguinaires, ce qui n'était pas toujours vrai, mais c'était quelquefois vrai. Euh, il y a énormément de villages, de villes qui ont été détruites, hein, parce que il y a des monuments emblématiques qui ont été très abîmés, comme la cathédrale de Reims, par exemple, hein. Les Allemands se sont emparés de toutes les ressources minières françaises qui étaient dans le Nord-Pas-de-Calais. À l'époque, les mines de charbon, c'était important, hein. Le charbon, c'était vraiment c'est comme le pétrole maintenant, hein. Ils se sont emparés aussi de toutes les usines qu'il y avait dans le nord, parce que la France était plutôt industrialisée dans le nord et dans l'est, hein. Dans le sud, c'était plutôt l'agriculture. Donc les populations ont souffert, et elles ont souffert aussi parce que il y a eu des ruptures d'approvisionnement, parce que les terres du nord de la France sont des grandes terres de betteraves, de pommes de terre, de blé, etc. Et tout ça, ça a manqué, hein. Ça a manqué à la population. Donc, il y a eu, non pas des disettes, mais des problèmes d'approvisionnement. Il y a eu évidemment le fait que beaucoup de jeunes sont partis au front, hein. Donc, les femmes restaient seules, leurs frères, leurs maris, leurs pères étaient partis, hein, et quelquefois ne revenaient pas ou revenaient dans un état épouvantable, physique avec des blessures graves, ou même quelquefois psychologiques avec des dérèglements psychiques, parce que quand tu vis des mois et des mois dans des tranchées qui sont sous les bombes,
il y a un certain nombre de gens, on peut comprendre, qui pétaient les plombs, comme on dit, hein, qui ne retrouvaient pas leur sens. Il y avait donc ceux qui étaient absolument indispensables à l'industrie avaient été réquisitionnés pour fabriquer des bombes, etc. Des grandes usines, comme par exemple les usines Renault, qui fabriquaient des voitures, ont fabriqué des bombes pendant la guerre de 14-18. Hein, et puis des voitures, ou alors des véhicules pour l'armée, hein, c'est-à-dire des camions. Donc toute la vie a été chamboulée. Mais elle a été chamboulée pas tant que ça. Les militaires qui revenaient en permission étaient quelquefois effarés de voir que, comme on dit, à l'arrière, les gens s'amusaient, allaient au théâtre, faisaient la fête. Hein. Ça les mettait en rage parce qu'ils disaient, nous, on est en train de piétiner dans la boue, avec les poux, sous les bombes, et puis on revient à l'arrière et on voit que les gens s'amusent, que les théâtres, les cinémas, les premiers cinémas, enfin tout premier cinéma, c'était plutôt les théâtres, les restaurants sont pleins, etc. Bon, ça les scandalisait, c'était inacceptable. On peut le comprendre. Bah, d'ailleurs, ça fait une bonne transition avec mon point suivant. Est-ce qu'il n'y a pas des militaires qui, à un moment donné, ont tenté de se rebeller contre leur commandement Oui. et... Alors ça a été notamment le cas en 1917 parce que cette guerre de tranchées, c'était une guerre d'usure. Il y a eu Verdun aussi qui a été très consommateur en hommes. Hein. On s'est battu pour des centaines de mètres carrés. Il y a eu des milliers de gens qui sont morts pour des centaines de mètres carrés. Hein. C'était abominable. Donc au bout d'un certain temps, les militaires ont dit mais pourquoi tout ça? Pourquoi nous envoyer à la boucherie, nous faire charger à la baïonnette la tranchée adverse? C'est stupide. Donc il y a eu effectivement des mutineries, aussi bien du côté allemand que du côté français. Alors du côté français, ils ont été réprimés, et notamment celui qui a repris les troupes en main d'une façon, une main de fer, ça a été le général Pétain. Ah bah, Ah, tiens, un il est Pétain qui connu, était je crois. maréchal à l'époque, ouais, qui n'était pas encore maréchal, et qui s'est illustré comme étant un bon chef de guerre pendant la guerre de 14-18. Malheureusement, il n'en est pas resté là. On aura peut-être l'occasion d'en reparler dans un futur épisode. Il y aurait il y aurait de quoi dire. Ouais. Ok. Et alors, du coup, toujours un peu sur ces thématiques-là, on a parlé de l'entrée en guerre des États-Unis donc, autour de 1918 de façon effective, mais un peu avant, il s'est quand même passé des choses du côté russe, parce qu'il me semble qu'il y a eu les révolutions russes de 1917. Alors, Voilà. je me souviens de la date, mais qu'est-ce que c'était, qu'est-ce qui s'est passé et quelles conséquences ça a eu? Alors, en fait, l'armée russe était très nombreuse, mais mal équipée et mal commandée. Donc, elle a enchaîné les défaites sur le front, même s'il y a eu des actes de bravoure hein, sur le front Est. Et au bout d'un certain temps, les gens se sont posés des questions en se disant mais on est mal commandé, on est mal ravitaillé. Il y a le tsar Nicolas II et l'impératrice sous l'influence de Raspoutine, hein, le fameux Raspoutine, qui était son. Donc les gens ont commencé à se dire non ça va pas, il y a quelque chose qui va pas. Et il se trouvait qu'il y avait parmi les milieux communistes qui étaient à l'époque exilés, notamment en Suisse, il y avait un certain nombre de Russes célèbres, notamment Lénine. Et les Allemands ont très bien compris le parti qu'ils pouvaient en tirer. Ce fameux Lénine, qui ne souhaitait absolument pas voir en Allemagne, bien sûr, parce qu'il avait des idées subversives. Hein, pour lui, il fallait renverser le capitalisme. Eh bien, ils l'ont exfiltré par un train blindé et ils ont fait en sorte qu'il arrive jusqu'en Russie. Et arrivé en Russie, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il a très bien su, avec les bolcheviks et les mencheviks, utiliser la rancœur, la détresse des gens pour renverser le pouvoir. Hein. Alors, dans un premier temps, le pouvoir a été renversé, et c'est le fameux Kerensky qui a été en 1917 au pouvoir, qui lui a dit il faut continuer la guerre. Il était plutôt social-démocrate, c'est ce qu'on appelait un menchevique. Mais très vite, il a été débordé sur sa gauche par les bolcheviks, qui étaient beaucoup plus radicales, qui voulaient la collectivisation des terres et surtout la paix immédiate. Hein. Et cette idée de paix immédiate, elle a fait tilt dans tout l'esprit des paysans, des soldats, qui ont dit, mais non,
c'est vrai, on peut plus, on en a marre, on enchaîne les défaites, et très vite, le gouvernement russe donc est tombé aux mains des bolcheviks, lesquels bolcheviks ont traité immédiatement avec l'Allemagne et avec l'Autriche-Hongrie. Ça a été le fameux traité de Brest-Litovsk, où la Russie a accepté de perdre énormément de territoire au profit de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie, parce qu'ils voulaient la paix immédiatement pour construire le socialisme. Lénine tenait le raisonnement suivant. Dans un premier temps, c'est vrai que c'est une paix humiliante, on a perdu des territoires, mais comme de toute façon la révolution mondiale va triompher, elle va triompher également en Allemagne et en Autriche-Hongrie, on prendra notre revanche. Tu vois, Chauvinon. Ok, Et la donc, chute du front russe a eu des conséquences énormes. C'est que les Allemands ont pu rapatrier des troupes vers le front ouest et lancer une vaste contre-offensive en 1917, hein, qui là aussi a été pas loin de réussir. On est repassé à la guerre de mouvement. Bon, d'accord. heureusement, entre-temps, les contingents américains sont arrivés, si bien que bon, on a pu contrer cette offensive. Et bon, les Allemands, à partir de ce moment-là, ont compris que la guerre était, dès le début de 1918, il y avait des voix déjà en Allemagne qui disaient non, on va pas pouvoir y arriver. Parce qu'on a contre nous les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France et toutes leurs colonies. Parce qu'il ne faut pas oublier que la France et la Grande-Bretagne faisaient venir des soldats la France était d'Afrique du Nord, d'Afrique d'une façon générale, la Grande-Bretagne des Indes, etc. Donc très vite, on est arrivé au fait, alors ça a pris du temps parce que c'est vite à l'échelle du siècle, mais ça a pris du temps en nombre de mois. L'état-major allemand a dû demander l'armistice. Hein. D'ailleurs, le Kaiser s'est enfui en Hollande et c'est un gouvernement qui a été investi par le Reichstag qui a mené les pourparlers. Voilà. Et Alors, on est arrivé au 11 novembre 1918. on va en reparler parce qu'il y a des trucs très intéressants, mais je voudrais faire un petit détour parce qu'on a beaucoup parlé finalement de la France, l'Allemagne, un petit peu de la Russie, mais c'était quand même une guerre mondiale. Ah oui. Donc l'Autriche-Hongrie, qu'est-ce qui lui est arrivé? L'Empire ottoman, qu'est-ce qu'il a fait de voilà? Est-ce que du côté de l'Asie, il s'est passé des trucs alors je sais que c'est difficile de tout résumer, mais Alors oui, si c'est une guerre mondiale, c'est pas pour rien. C'est que dès le départ, il y a eu des fronts un peu partout. Alors avant même l'intervention des Américains, il y a eu des combats en Afrique. L'Allemagne avait des colonies en Afrique. Elle avait le Togo, le Cameroun, ce qui correspond à la Tanzanie, Rwanda, Burundi actuellement, et la Namibie, ce qui correspond à la Namibie à l'époque. Et puis des îles dans le Pacifique. Et comme ces colonies jouxtaient des colonies françaises et des colonies anglaises, autant te dire que les troupes coloniales françaises ou anglaises, eh ben, elles ont envahi le Togo, elles ont envahi le Cameroun, elles ont envahi la Namibie, elles ont envahi la Tanzanie. Bon, c'est qu'ils ne portaient pas ces noms-là à l'époque. Donc il y a déjà eu un affrontement sur le continent africain, pardon. D'autre part, les Anglais étant à l'époque installés en Égypte, eh bien, ils ont pris l'Empire ottoman à revers. Et les Anglais ont d'abord provoqué une révolte des Arabes contre les Ottomans. C'est le fameux épisode de Laurence d'Arabie, en promettant aux Arabes qu'ils auraient une indépendance, un État, etc., etc. Donc les Arabes musulmans se sont révoltés contre les Ottomans musulmans. Quoi, la religion n'est pas toujours un ciment si fort, et ils ont envahi la Palestine, la fameuse Palestine qui correspond maintenant grosso modo à Israël et la Jordanie, hein, en prenant à revers donc les Turcs. Donc il y a eu un front de ce côté-là. Il y a eu quelques escarmouches aussi en Extrême-Orient, mais là c'était plus limité parce que c'était des îles. Bon, ça n'a pas été des théâtres de combat très importants. Puis il y a un certain nombre de pays qui sont entrés en guerre assez tardivement. L'Argentine, la Bolivie, quelques autres. Mais c'était plus, je dirais, pour profiter d'une opportunité, parce que le Brésil, les contingents brésiliens, on n'en a pas vu sur le front. Hein. Bon. Et puis il y a eu le Japon. Le Japon, qui était une puissance montante à l'époque, a très bien compris que
il y avait des trucs à récupérer. Hein, et quand ils ont mis la main sur les colonies allemandes qui étaient dans le Pacifique, et puis quand la Russie s'est effondrée, ils ont cherché aussi à prendre des territoires de ce côté-là. Hein. Donc le Japon en a profité pour s'étendre en Chine, une petite partie en Russie, et puis dans les îles du Pacifique qui appartenaient à l'Allemagne. Le Japon, à l'époque, s'est mis du côté des Alliés, et non pas du côté des Allemands. C'est marrant parce que quand je t'entends parler, j'ai l'impression d'écouter le récit d'une partie de jeu vidéo où en fait on cherche la victoire à tout prix, hein, puisque Ouais, c'est ouais. le but du jeu. Et effectivement, c'est des tactiques qui compensaient les tactiques de jeux comme Risk, StarCraft ou autres, où bah, quand il y a un des belligérants qui est affaibli, on va essayer de profiter pour s'emparer de richesses. Mais rien à faire que ça puisse massacrer les populations locales, qu'il y ait des gens qui soient voilà, que ça ajoute de la tension. Voilà. Le but, c'est de s'enrichir à la fois en ressources, en territoire, en tout ça, et d'avoir des positions stratégiques. Enfin, je reviens vraiment à ce qu'on a dit au tout Ouais. début, mais ça reste difficile à penser aujourd'hui, tel Oui, mais opportunisme. il faut bien voir qu'à l'époque, mis à part la France et la Grande-Bretagne qui étaient des démocraties, les autres États étaient des États autoritaires qui faisaient peu de cas. L'Empire d'Allemagne était un empire. Bon, il y avait du parlementarisme, mais le Kaiser, c'était quand même pas un régime hyper démocratique. Ne parlons pas de la Russie, c'était un monarque de droit divin. La Turquie, eh ben, le sultan, c'était un monarque de droit divin. L'Autriche-Hongrie, même si l'empereur avait des pouvoirs quand même qui étaient très limités, mais c'était quand même un monarque de droit divin. Donc tous ces gens-là, finalement, les droits de l'homme, toutes les notions que maintenant nous sont familières, n'avaient pas l'audience qu'elles ont maintenant. Hein. C'était des sujets, et puis les sujets, ils devaient obéir. C'était comme ça. Et même dans la tête des sujets, on obéissait à son maître. Hein. Alors que maintenant, nous sommes des citoyens et on conteste volontiers ce que nous disent. Voilà. Alors, parmi les fronts extérieurs aussi, il y en a un dont je n'ai pas parlé, c'est le front qu'ont ouvert les franco-anglais, avec la Turquie. On a fait un débarquement aux Dardanelles qui a été désastreux. Et d'ailleurs, celui qui commandait les forces anglaises à l'époque, c'était un certain Lord de l'Amirauté qui s'appelait Winston Churchill. Voilà, et ça a été un désastre parce que les Turcs, finalement, nous ont jetés à la mer. Alors, finalement, on a débarqué à Salonique. Salonique était une ville grecque. Et là, on a attaqué, les Français et les Anglais, la Bulgarie qui était alliée avec l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie à revers, hein, par le sud. Voilà. Les Italiens, en 1915, ils se sont beaucoup tâtés. Ils sont finalement entrés en guerre à nos côtés. Au début de la guerre, ils étaient neutres. Puis finalement, ils ont eu tout le parti qu'ils pouvaient tirer d'une défaite d'Autriche-Hongrie, parce que là aussi, cette idée de conquête, il faut bien voir que toute la côte d'Almaty, l'Istrie, était peuplée d'énormément d'Italiens, et que c'était fameuse terre irrédente, hein, que l'on voulait rattacher au royaume d'Italie, qui lui aussi venait à peine de se constituer. Donc, il y a eu des accords secrets. Les pays de l'entente ont dit à l'Italie, il y a eu un marchandage parce que les Italiens, ils se sont approchés également de l'Allemagne et de l'Autriche en disant qu'est-ce que vous allez à nous offrir, et ils se sont approchés de la France et de la Grande-Bretagne, qu'est-ce que vous allez à nous offrir. Et les plus offrants, ça a été les franco-anglais qui ont dit, bah, écoutez, si vous venez à nos côtés, eh bien, vous aurez l'Istrie, vous aurez la Dalmatie comme cadeau. Hein, voilà. Ils sont entrés donc en guerre contre l'Autriche-Hongrie et contre l'Allemagne. C'est Essentiellement glauque. contre l'Autriche-Hongrie. C'est glauque comme façon Eh oui, oui, de oui, c'est monnayer glauque. des territoires. Ah oui, Je oui. savais que ça se faisait, mais concrètement l'entendre, de se dire, bah, la population sur place, bah, super. Enfin, Ok. Oui, c'est un jeu vidéo, tout à fait. Ta comparaison est tout à fait pertinente. Non, Eh oui. surtout que là où à mon avis, extrêmement difficile à imaginer, c'est de se mettre dans la peau des gens qui sont dans un territoire donné, et on leur dit tout à coup, non, vous n'êtes plus allemand, vous êtes français, vous n'êtes plus français, vous êtes italien. Ah bah d'accord, enfin, qu'est-ce qu'on fait? On se barre, on change de Oui, culture, mais de langue.
quand tu réfléchis bien, c'était encore ce qui se passait au XVIIIe et au XIXe siècle. Même en France, les gens, la notion d'être français, ça n'avait pas beaucoup de sens sous l'Ancien Régime. C'est devenu une réalité avec la Troisième République. Dans l'Empire austro-hongrois, ben, on était tchèque, on était hongrois, on était croate, on était roumain, on était slovène. Et puis il y avait un empereur à Vienne bon, qui était notre suzerain. Mais bon, voilà. Dans l'Empire russe, finalement, l'Empire russe était de constitution relativement récente, lui aussi, hein, la fin du 19e. Eh bien, dans l'Empire russe, il y avait des Polonais, il y avait des Baltes, il y avait des Tatars, il y avait tous les peuples musulmans du Caucase et puis de l'Asie centrale, il y avait les gens de Sibérie qui sont quand même pas des Russes, hein. Tout ça, il y avait des Finlandais, hein, la Finlande faisait partie de la Russie. Bon, et le seul lien de tous ces gens-là, c'était qu'il y avait un type là-bas à Saint-Pétersbourg qui s'appelait le Tsar, qui était leur suzerain. Voilà. Il n'y avait pas cette notion dans ces empires multiethniques de nation comme nous on la connaît. La France, finalement, elle s'est constituée très tôt comme nation parce que ça a été l'œuvre des rois capétiens. La Grande-Bretagne était aussi une nation parce qu'il y a une unité ethnique et linguistique en Grande-Bretagne. L'Espagne aussi, parce que, enfin, moins, parce que l'Espagne, on voit bien qu'il y a des tiraillements avec les Catalans, les Galiciens, etc., avec les Basques. Mais il y avait finalement, il y avait guère que la France et la Grande-Bretagne qui étaient vraiment des nations. Le reste, c'était des empires multinationaux. Les empires multinationaux, c'est toujours fragile. Parce que l'allégeance au souverain, elle peut disparaître du jour au lendemain à partir du moment où le souverain n'est pas à la hauteur. Voilà. Alors, je vais te taquiner un petit peu parce qu'on parlait en début de podcast de la montée des nationalismes. Mais du coup, si les nationalistes ne sont pas attachés à une nation en particulier, comment ça se manifestait? Bah, on était attaché, c'est finalement Wilson, le président américain, l'a très bien compris. Dans son programme, il avait, pour la fin de la guerre, il avait dit, bon, suite à la paix, il faudra qu'on accorde l'autodétermination au peuple qui se considère comme étant asservi. Et c'est pour ça que, après la guerre, l'Autriche-Hongrie a éclaté en autant d'États différents. Hein, l'Autriche-Hongrie, c'était vraiment l'explosion. On s'est retrouvé avec une toute petite Autriche, avec une capitale démesurée pour sa taille. Et puis, on avait créé la Tchécoslovaquie, qui depuis a explosé en deux. On avait créé le royaume de Yougoslavie, après la guerre, qui a explosé depuis d'ailleurs, hein, où on a mis ensemble les Slovènes, les Croates, les Bosniaques musulmans, les Serbes orthodoxes, les Albanais, enfin les Albanais de Yougoslavie, pas ceux d'Albanie, les Serbes et les Monténégrins. Voilà, on a essayé de tenir compte. La Hongrie a été réduite quasiment à ses frontières ethniques, et encore, il y a une partie des Hongrois qui se sont retrouvés sous domination d'autres pays. Les Roumains ont pu récupérer la Transylvanie parce que c'était une terre roumaine, paraît-il. Bon, on a recomposé la carte de l'Europe théoriquement en tenant compte des nationalités. Mais dans beaucoup d'endroits, en fait, on n'a pas tenu compte des populations. Les Allemands des Sudètes, ils ont été mis sous la domination de la Tchécoslovaquie. Ça sera un prétexte pour la Deuxième Guerre mondiale. Hein. La Yougoslavie, c'était un ensemble de briques et de brocs. Entre des Slovènes catholiques assez riches et des Serbes orthodoxes qui écrivent en caractère cyrillique, des Bosniaques et des Albanais du Kosovo qui sont musulmans, on a mis des peuples ensemble qui n'avaient plus... Et on s'en est aperçu des décennies après. Hein. C'est dommage, en effet. Alors, on va arriver sur la fin. Il faudrait quand même qu'on parle donc de la fin de la guerre, du traité de Versailles, si je ne m'en mêle pas les pinceaux, Non, c'est vrai. et de comment ça a été négocié et comment tout ça a peut-être préparé, été annonciateur de la Seconde Guerre mondiale, parce que c'est quelque chose dont on parle souvent, mais c'est difficile de mettre le doigt précisément sur ce qui s'est passé. Alors,
Donc les Allemands, suite à l'armistice, ont dû... alors on a négocié un traité de paix à leur place, parce que à Versailles, les Allemands n'étaient pas représentés. On les a convoqués le dernier jour pour leur dire, voilà, c'est ça le traité de paix. Oh, bon, ça leur a fait un choc. Ils perdaient l'Alsace et la Moselle, ça ils s'y attendaient un peu. Ils perdaient Eupen et Malmedy, deux villes au profit de la Belgique. Ils perdaient une bonne partie de la Pologne qui était reconstituée en tant qu'État indépendant. Ils perdaient le Schleswig-Holstein qui était à la frontière avec le Danemark, qui était peuplé de gens qui parlaient le danois. Donc ils ont perdu beaucoup de choses. Hein. Ça a été le traité de Versailles. Ils n'ont pas eu d'autre choix que de le signer. Or, il a été finalement mitonné essentiellement par les Français, les Anglais, les Américains. Hein, voilà. Les Turcs, ils sont passés à la même sauce. Il y a eu le traité de... alors pour les Turcs, je crois que c'est le traité de Trianon, si je ne me trompe, ou de Sèvres. Là, j'avoue que j'ai un petit doute, il faudra vérifier. Où l'Empire turc a été complètement désossé. C'est-à-dire que la Mésopotamie et la Palestine, c'est-à-dire l'Irak et la Palestine, ont été confiées en mandat par la fameuse SDN qui allait naître aux Anglais. La Syrie et le Liban ont été confiés en mandat à la France, et il n'est plus resté que l'Anatolie. Hein. Et même à un moment, d'ailleurs, on avait accordé l'indépendance aux Kurdes et aux Arméniens. Bon, les Arméniens, ils ont été massacrés, les Kurdes, ils n'ont jamais pu avoir leur État. Et les Turcs ont chassé les Grecs qui étaient installés sur la côte occidentale depuis l'Antiquité. Hein, toute la côte de la mer Égée, côté turc, était habitée par des Grecs. Ben, les Turcs les ont mis dehors. Donc les Turcs, grâce à Atatürk, si je puis dire, il n'a pas accepté le traité qui lui avait été imposé. Je crois que c'est le traité de Sèvres. Hein. Je te confirme, je viens de vérifier, c'est le traité de Sèvres. C'est le traité de Sèvres. Eh bien, il a fait une contre-offensive, et puis finalement, on a signé le traité de Lausanne, qui était un traité qui était beaucoup moins désavantageux vis-à-vis de la Turquie. La Turquie a pu récupérer la côte de la mer Égée, a pu récupérer ses confins orientaux, là où il y avait des Kurdes et des Arméniens. Trianon, je crois que c'est avec la Bulgarie, il me semble, hein, à vérifier. Il y a eu un traité avec la Bulgarie. Et puis, il y a eu le traité... Non, Trianon, pardon. Non, c'était avec la Hongrie. C'était avec l'Autriche-Hongrie. Ouais, je suis en train de regarder sur Wikipédia en même temps, c'est Empire austro-hongrois, oui. Ouais. Trianon, c'est la fin de l'Empire austro-hongrois. Et là encore, on en a encore des conséquences aujourd'hui, parce qu'on a fait une petite Hongrie où il n'y avait même pas tous les Hongrois. Et encore maintenant, les nationalistes, Viktor Orban et compagnie, en Hongrie, veulent remettre en cause le traité de Trianon, en disant, il y a des Hongrois en Slovaquie, il y a des Hongrois en Roumanie, il y a des Hongrois en ex-Yougoslavie, ils doivent nous rejoindre. Et d'ailleurs, Viktor Orban a distribué généreusement des passeports hongrois. Donc on voit que le traité de Trianon n'est pas encore accepté par le peuple hongrois. L'Autriche s'est retrouvée comme un État croupion. Et finalement, elle n'a vu son avenir que dans l'Anschluss en 1939. Hein, parce que c'était un État qui était trop petit et qui se considérait sur de langue germanique. Hein, même si les Autrichiens sont un petit peu différents des Allemands, mais il y a quand même une large parenté. Donc là aussi, ça a été un des prémices de la Seconde Guerre mondiale. Hein. La Russie, finalement, elle n'a jamais accepté la défaite vis-à-vis de l'Allemagne, et notamment qu'on ait reconstitué une Pologne indépendante. Et qu'est-ce qui va se passer en 1939? Staline va s'allier avec Hitler pour dépecer la Pologne, qui avait été reconstituée par les Alliés au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Donc on voit qu'on avait mis des mines à différents endroits qui ont explosé avec le temps. En plus, les conditions du traité de Versailles pour les Allemands étaient quand même relativement dures. Il y avait des réparations à verser à la France, à la Belgique, etc., qui étaient relativement lourdes.
Et à un moment, ils n'ont plus les moyens de la payer, ou tout au moins ils ont dit qu'ils n'avaient plus les moyens de la payer. Et on a occupé la Rhénanie, donc dans les années, c'était 1925, je crois, quelque chose comme ça, pour en quelque sorte se payer sur la bête. Hein. Bon, cette histoire de réparation, même si grâce aux Américains qui avaient beaucoup d'intérêt en Allemagne, ces réparations ont été atténuées par ce qu'on appelait les plans Dawes et les plans Young, mais ça a peut-être été une des causes de la grande crise économique de 1929-1930 qui a frappé l'Allemagne, hein, et qui a été catastrophique, où il y a une inflation absolument délirante, qu'on n'imagine pas. Hein, c'est-à-dire que les prix changeaient d'heure en heure. Les gens partaient avec des brouettes de Reichsmark pour aller payer leur pain. Et là aussi, on en trouve des conséquences. Pourquoi les Allemands sont tellement sensibles à la stabilité de la monnaie? Pourquoi, pendant longtemps, ils n'ont pas voulu abandonner leur Deutschmark? Pourquoi ils sont un peu les chiens de garde d'un euro fort? Eh bien, c'est ça, c'est le souvenir dans leur tête de ce Reichsmark qui partait en capilotade, hein, qui fondait comme du beurre au soleil. Ah, et Hitler, évidemment, il a capitalisé sur cette humiliation de l'Allemagne. Hein. Il n'a eu de cesse de dire oui, on va se venger. C'était clair dans Mein Kampf. D'une part, il voulait se venger du traité de Versailles, et puis surtout, il attribuait la défaite aux Juifs. Hein, c'était la juiverie américaine, c'était la juiverie française qui avait fait que l'Allemagne avait été défaite. Et puis aussi, il voulait se venger il voulait aussi s'étendre vers l'Est. Hein, c'était déjà le cas en 1914, l'état-major allemand s'était étendu vers l'Est. Et ben, Drang nach Osten, comme on dit, Drang nach Osten. À l'Est, il y a des terres à blé, en Ukraine, il y a du pétrole, il y a des ressources naturelles dont l'Allemagne avait cruellement manqué au cours de la Première Guerre mondiale et dont elle manquera au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi les Allemands sont allés presque jusqu'au Caucase? C'était pour s'emparer des puits de pétrole de l'Azerbaïdjan. Voilà, il y a des constantes comme ça. Le Drang nach Osten aussi, c'est une constante. Ouais, c'est assez incroyable. Et Alors, tout... Oui, je me permets parce qu'il y a quand oui. même une question qui me taraude, parce que on voit que toutes ces crises ont des conséquences politiques durables dans l'esprit des gens. Pourquoi aujourd'hui il n'y a plus de rivalité perceptible entre la France et l'Allemagne? On s'est quand même mis sur la gueule pas mal, mais aujourd'hui on voit pas de racisme anti-allemand, ou alors je sors pas assez de chez moi, peut-être. Bah, écoute, c'est grâce à un certain nombre d'hommes comme Robert Schuman, Konrad Adenauer, qui ont eu l'intelligence de dire non, on ne peut plus refaire ça. Hein. On avait eu 3 guerres, on a tous perdu. Il faut qu'on arrête ça. Ça a finalement permis aux États-Unis d'éclipser l'Europe en tant que puissance dominante dans le monde. Hein. L'ascension des États-Unis, c'est le résultat de 2 boucheries des 2 guerres mondiales. Hein. Les Américains, ils ont pris notre place. L'Angleterre aussi a perdu beaucoup. Bon. Donc ces hommes ont dit non, c'est pas possible. Et ils ont prôné la réconciliation franco-allemande et ils se sont dit on va le faire d'une façon très concrète. Avec quoi on fait des armes? À l'époque, on le faisait avec de l'acier et avec du charbon. Maintenant, on n'a plus besoin de charbon. Donc, ils se sont dit, en mettant en commun, en 1950, la production française et la production allemande de charbon et d'acier, on rendra impossible toute nouvelle guerre. Et entre la France et l'Allemagne. Et pour le moment, ça marche encore. Alors, ça ne veut pas dire que dans les familles, on ne parlait pas des Boches. Moi, je me souviens, dans ma famille, les Allemands, on ne les aimait pas trop parce qu'il y avait toute une génération qui avait subi l'occupation allemande. Déjà, on avait perdu des grands-pères et des arrière-grands-pères dans les guerres précédentes et on en perdait de nouveau avec la Seconde Guerre mondiale. Mais les jeunes générations, heureusement, ne sont pas restées sur cette rancœur. Hein. La réconciliation franco-allemande, elle a été ensuite confirmée et amplifiée grâce à De Gaulle et Adenauer. De Gaulle, le chef de la France libre, on ne pouvait pas le soupçonner d'être de la moindre complicité vis-à-vis des Allemands, qui a quand même, avec Adenauer, décidé de sceller la réconciliation franco-allemande et d'en faire le socle de l'Europe de maintenant.
C'est miraculeux, comme on voit à quel point c'est difficile. Aujourd'hui, il y a toujours de l'islamophobie bien implantée en France. Les Juifs, ils continuent à en prendre pour leur grade. De toute façon, j'ai l'impression que de tout temps, de toute époque, ils seront toujours les boucs émissaires de quelqu'un. Je sais pas, les tensions entre les États-Unis et le Mexique qui persistent. La Russie avec les anciens pays de l'URSS. C'est c'est une exception que la réconciliation franco-allemande ait fonctionné aussi rapidement à l'échelle de l'histoire. J'ai Bah, l'impression. pourvu que ça dure, parce que ressusciter le nationalisme, il y en a certains qui s'y emploient, hein. Bon, pour le moment, on est plutôt sur le dos des musulmans, mais il faut se méfier. L'histoire ne se répète pas, mais on dit qu'elle bégaye. Et malheureusement, les gens stupides, les gens manipulables, etc., ça existe de tout temps. Et il suffira qu'un leader explique que le méchant, il est de l'autre côté du Rhin, pour que ça remarche. Il n'y a qu'à voir les tensions entre l'Italie et la France depuis qu'il y a des gouvernements d'extrême droite. On s'est disputé au moment où le patron de la Lega, là, comment il s'appelle, bon, j'ai perdu son nom, on s'est disputé sur la frontière entre la France et l'Italie qui passe au Mont Blanc. Les Italiens disaient le sommet du Mont Blanc est à nous. Mais quelle est l'importance? Qu'est-ce qu'on en a à faire? Mais on voit que les nationalistes peuvent trouver des motifs d'exacerber la fierté nationale, dire que l'autre est un salaud, qu'on va se venger, etc., etc. Ça marche toujours. Malheureusement, ça marche. Et il faut se méfier. La réconciliation franco-allemande, elle existe, elle est vivante, mais il faut la faire vivre. Et j'espère que les jeunes générations vont prendre le flambeau de gens comme moi qui ont milité pour l'Europe unie, parce que c'est malheureusement pas sûr que ça dure. Tous les, J'espère en tout, tout cas. voilà, quand on voit toutes les grandes fédérations, et on peut dire que l'Union européenne est une fédération, ont été traversées par des guerres civiles. Les États-Unis avec la guerre de sécession, même cette brave Suisse. On oublie qu'au XIXe siècle, il y a eu une guerre entre les cantons protestants et les cantons catholiques. Donc on voit que susciter des guerres, c'est pas difficile. La Yougoslavie, on pensait c'était un modèle de cohabitation multiethnique sous Tito. Mais tant que Tito était là, il avait une main de fer. Bon, il n'était pas très démocrate, mais la Yougoslavie a tenu à tel point qu'il y avait des gens qui se déclaraient de nationalité yougoslave, alors qu'ils pouvaient se déclarer de nationalité slovène, bosniaque, tu avais le choix, serbe, croate, etc. Donc, on voyait, ça pouvait être un espoir, la Yougoslavie. Et puis, ça a explosé. Voilà. À cause du nationalisme, à cause de Milosevic, des Serbes, etc. Bon, Voilà. je ne sais pas s'il faut finir sur une note d'espoir ou de Ouais. pessimisme. Non, l'espoir, c'est de faire. Espérons que les jeunes générations ont pris conscience que ces grands élans patriotiques débouchant sur des boucheries, c'est quelque chose de dangereux. Il faut être patriote, mais pas nationaliste. C'est toute la différence. Patriote, on est fier de son pays. Mais ça ne veut pas D'accord. dire qu'on considère les autres comme moins que rien. Nationaliste, c'est de dire nous sommes les plus forts et on va leur foutre une pâtée. Et quand on voit ce qui se passe dans certains matchs de football, on peut être inquiet. Alors, le truc qui est presque amusant, j'ai envie de dire, c'est que souvent les grands partis d'extrême droite utilisent beaucoup l'histoire pour nourrir leurs propos, mais avec une vision probablement très différente. Et je serais presque curieux de la comprendre. Ça ne veut pas dire de l'embrasser ni d'adopter, mais de comprendre comment ils interprètent ces événements historiques qui se sont passés d'une façon. Alors, il n'y a peut-être pas consensus sur les faits, mais j'ai l'impression qu'il y a surtout une dissension sur la façon d'interpréter les faits et le regard qu'il nous fait porter sur. Voilà. Toi, tu portes un regard sur la paix et sur voilà, la beauté, la réconciliation franco-allemande et l'avenir de l'Europe. J'ai l'impression que c'est pas le cas de tout le monde. Ben oui, parce que les partis nationalistes réécrivent l'histoire. Quand tu regardes bien, partout ils réécrivent l'histoire. Regarde ce qui se passe
En Russie, on réécrit l'histoire aussi. On a oublié le pacte germano-soviétique, comme par hasard. On oublie Staline. Hein. En Italie aussi, on réécrit l'histoire. On commence. Aux États-Unis, certains aussi voudraient réécrire l'histoire. Justement pour donner des motifs pour pouvoir mobiliser les foules, parce qu'un leader autocrate, il faut qu'il mobilise derrière lui. Un pays en paix, c'est pas un pays qu'on peut mobiliser facilement, parce qu'on va qu'à ses affaires. Quand tu désignes un méchant, alors soit un méchant intérieur, le juif, l'arabe, etc., soit un méchant extérieur, ça permet de... Tu n'as pas l'unanimité derrière toi, mais tu as une partie de la population qui marche avec toi. C'est l'essentiel, et qui va te permettre de t'appuyer dessus pour consolider ton pouvoir. Tu n'as pas besoin de la majorité, puisque de toute façon, les minorités, tu vas les réduire au silence une fois que tu seras au pouvoir. Donc, okay. Tu as besoin simplement d'un petit socle d'illuminés ou de naïfs ou de gens abusés qui vont gober ta rhétorique nationaliste et te soutenir. Et on voit ce qui s'est passé aux États-Unis. Hein. Bon, en tout cas, cet épisode prouve une fois de plus que ça comprendre l'histoire, ça permet de mieux comprendre l'actualité. Hein. Moi, j'ai l'impression, c'est pour ça que je veux faire ce travail-là. C'est parce que il y a un certain nombre de réalités, d'états de fait dans le monde qui surprennent, des différences entre les pays, entre les modes de pensée. Et on sent bien que tout ça, c'est ancré dans des racines qui sont passées, des fois, des modes de pensée, des grilles de lecture, voilà, qui sont passées génération en génération. Et c'est très important, je pense, de les comprendre pour avoir un regard éclairé. Donc en tout cas, pour finir, vive la paix. Voilà, je pense que espérons. Voilà. Merci beaucoup, Frédéric, pour cet épisode voilà, riche en enseignements. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup.